Salut tout le monde et bienvenue. Et si je disais qu'il y a un lien direct entre l'eau salée de vos pâtes et un dessert de grand restaurant? Aujourd'hui, on plonge dans les secrets des solutions aqueuses. C'est un concept de chimie qui en fait se cache absolument partout et surtout dans notre cuisine. On a tous déjà fait ça, dissoudre du sucre dans un café, du sel dans de l'eau. C'est un geste banal, mais derrière il y a une vraie question. Comment on peut savoir exactement combien de sucre ou de sel il y a dedans? Comment la science fait-elle pour mettre des chiffres précis sur nos mélanges? C'est ce qu'on va démystifier ensemble. Bon, avant toute chose, il faut qu'on parle le même langage. Pour pouvoir mesurer un mélange, il faut d'abord comprendre ce que les chimistes appellent une solution. Et attention, parce que ce n'est pas n'importe quel mélange. Alors, premier personnage de notre histoire, le solvant. Pensez-y comme l'ingrédient principal, celui qui est en plus grande quantité. C'est lui qui a le pouvoir de faire disparaître le reste. Et dans la vie de tous les jours, ce super solvant, c'est tout simplement l'eau. Et la chose qui se fait dissoudre, c'est quoi? Eh bien ça, c'est le soluté. Ça peut être un solide, comme du sel, un liquide, comme du sirop, ou même un gaz. C'est en quelque sorte l'invité qui vient se mélanger dans le solvant. Et hop, quand les deux se rencontrent et que le soluté se disperse parfaitement, au point qu'on ne peut plus le voir, on obtient une solution, un mélange parfaitement homogène. Et si notre solvant, c'est de l'eau, alors on parle de solution aqueuse. C'est aussi simple que ça. Pour que ce soit bien clair, regardons la différence. À gauche, l'eau salée. Une fois que c'est bien mélangé, impossible de distinguer l'eau du sel. C'est uniforme. Ça, c'est une solution. À droite, l'huile et l'eau. On peut secouer autant qu'on veut, elles finissent toujours par se séparer. Ce n'est donc pas une solution. Et cette différence, elle est vraiment cruciale pour la suite. Bon, maintenant qu'on est au clair sur ce qu'est une solution, le vrai défi arrive. Comment on passe de « ça a l'air salé » à une mesure scientifique précise? Comment on fait pour quantifier quelque chose qui est devenu complètement invisible à l'œil nu? Parce que franchement, le problème est vertigineux. Dans une toute petite goutte d'eau, il y a un nombre de molécules, mais astronomique. Les compter une par une, c'est juste impensable, impossible. Alors comment ils font les scientifiques pour travailler avec des quantités aussi folles? Eh bien, ils ont une astuce, une unité de mesure qui a été conçue spécialement pour ça. C'est un peu l'outil secret des chimistes pour réussir à manipuler l'infiniment petit. Et cet outil, ça s'appelle la mole. Et cette idée géniale, on la doit en grande partie à un certain Amedeo Avogadro. Au XIXe siècle, il a posé les bases d'un raisonnement révolutionnaire. Et si, au lieu de compter les atomes un par un, on les regroupait en paquets? Ce fameux paquet a fini par avoir un nom, la mole. Et voilà le nombre magique. 602 000 milliards de milliards. C'est le nombre d'Avogadro. C'est un chiffre qui donne le tournis, tellement il est grand. Mais c'est la pierre angulaire de toute la chimie moderne. Alors, le truc vraiment important à retenir, c'est ça. Une mole, c'est tout simplement un paquet. C'est comme une douzaine d'œufs, c'est toujours 12. Eh bien, une mole de quelque chose, c'est toujours 6,02 fois 10 puissance 23 de ce quelque chose. Que ce soit des atomes, des molécules, c'est juste une façon de raisonner en l'eau pour que les chiffres deviennent gérables. Ok, super, on a des paquets. Mais on en fait quoi? Eh bien, ça nous permet de définir un truc essentiel, la concentration molaire. Et c'est tout simple en fait, c'est le nombre de paquets, de moles de notre soluté qu'on a réussi à dissoudre dans 1 litre de solution. C'est la mesure de référence pour les chimistes. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais en pratique, comment on s'en sert? C'est là qu'intervient une technique super astucieuse, le titrage. Il faut l'imaginer comme une véritable enquête de détective, mais menée avec des éprouvettes. Le principe est vraiment malin. Pour trouver une concentration qu'on ne connaît pas, on va se servir d'une autre solution dont on connaît la concentration sur le bout des doigts. C'est un peu comme utiliser un poids de 1 kg qu'on connaît parfaitement pour trouver le poids d'un objet mystère sur une balance. Alors concrètement, comment ça se passe? On remplit ce long tube gradué, une burette, avec notre solution connue. En dessous, dans un récipient, on met notre solution mystère, à laquelle on ajoute quelques gouttes d'un indicateur coloré. Et là, on verse tout doucement, goutte à goutte, jusqu'au moment précis où, bam, la couleur change, on arrête tout. Ce moment clé, c'est le point d'équivalence. Et c'est là que la magie opère. Grâce à ce point d'équivalence, cette formule qui a l'air un peu barbare, C1 V1 égale C2 V2, devient hyper simple à utiliser. Pourquoi? Parce qu'on connaît 3 des 4 informations. La concentration de notre solution connue, le volume qu'on a versé et le volume de départ de la solution mystère. Un petit calcul, et voilà, on trouve la dernière pièce du puzzle, la concentration qu'on cherchait. L'enquête est résolue? Ok, mais toute cette précision de laboratoire, ces calculs de chimistes, à quoi ça peut bien servir dans la vraie vie? Eh bien, retournons en cuisine parce que l'application est assez bluffante et même délicieuse.
On entre dans le monde fascinant de la cuisine moléculaire. C'est cet univers où les chefs sont aussi un peu des chimistes et où la science est utilisée pour transformer les aliments, créer des textures et des saveurs complètement nouvelles. Regardez-moi cette recette. On va créer des petites billes de sirop de menthe, liquide à l'intérieur, qui explosent en bouche. La technique, en fait, c'est de la chimie pure. C'est une réaction parfaitement contrôlée entre deux solutions qui forment une fine peau jolifiée. La chimie ne fait pas que mesurer. Ici, elle crée une texture qui n'existait pas avant. Alors, la question qu'on se pose tous, mais c'est dangereux de manger ça? La réponse est non, absolument pas. L'alginate, c'est un dérivé d'algues, un additif alimentaire très courant. Le chlorure de calcium, lui, ne sert qu'à former la coque de la bille et il ne rentre pas à l'intérieur. Et surtout, l'étape cruciale, c'est le rinçage. On l'élimine complètement. La sécurité, elle est garantie par le respect du protocole, exactement comme dans un labo. C'est fou, non? On est parti d'un truc aussi simple que de l'eau salée et on arrive à des perles de sirop qui éclatent en bouche. Ça montre bien que la chimie, c'est pas juste des formules compliquées sur un tableau. C'est une force créatrice, même dans notre assiette. Alors la prochaine fois en cuisine, il faudra se poser la question, quelles autres transformations incroyables sont en train de se produire sous nos yeux? La réponse pourrait bien nous surprendre. Merci de nous avoir suivis.